Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. 5 heures, heure française, 6 heures ce matin à Damas. Le cessez-le-feu tant attendu entre en vigueur en Syrie. Pour résumer, disons que les bombardements ont cessé, même si l'on sait que des écarts ont déjà eu lieu, confirmés par ailleurs par le Conseil national syrien. 1 an, 10 000 morts, 100 000 réfugiés. La famille Assad et les militaires n'ont jamais faibli en Syrie. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Assad, tueur de père en fils ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Randa Kassis est opposante et intellectuelle syrienne. Vous vivez en exil à Paris. Vous êtes présidente de la coalition laïque et membre du Conseil national syrien. Je rappelle par ailleurs votre site internet randakassis.com. Alexandre Adler est historien et journaliste, spécialiste des relations internationales. On vous retrouve notamment sur Europe 1. J'annonce la sortie de votre tout dernier livre chez Grasset, Le jour où l'histoire a recommencé. Pierre Servan. Au Moyen-Orient. Absolument. Pierre Servan est expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense. Vous avez été, je le rappelle, journaliste notamment au Monde et à la Croix. Votre dernier livre, Le complexe de l'autruche, pour finir avec les défaites françaises, est lui édité chez Perrin. Enfin, Jean-Marie Quéméner est lui aussi journaliste, excusez-moi, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes rédacteur en chef à iTélévision et avez été correspondant de nombreuses années dans la région, notamment au Liban. Votre livre, Dr Achar, Assad, est lui paru aux éditions Encre d'Orient. Est-ce que vous nous confirmez, Randa Kassis, à la fois, on va dire, l'accalmie et en même temps les viols du cessez-le-feu qui ont d'ores et déjà été observés? On a vu que le régime syrien a bien sûr été entré, à cesser le feu dans plusieurs villes. Même, j'ai entendu il y a 1 heure, ce qui paraît sur Al Jazeera, qu'il y a eu quand même d'abord un bombardement dans la ville El-Zabadani et qu'il y avait aussi des tirs sur la ville de Wadi Barada, qui est juste proche de Damas. Alors, c'est pas confirmé, mais je crois personnellement, que le régime syrien ne va pas retirer ses chars, ce qui est sûr. Il est en train de jouer, c'est-à-dire de faire une tactique quelque part, de calmer le jeu, de laisser, même de se retirer les chars juste un tout petit peu à la place de les laisser au milieu des villages, de les retirer juste, dans le voisinage, restaurant dans le voisinage. En quelque sorte à la lisière. Alors, on va entendu passer plus d'1 heure à analyser la situation dans le pays et bien entendu extérieur, mais est-ce que vous diriez quand même que forcément il y a une respiration pour la population qui est entrée en vigueur ce matin? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait une respiration. Le peuple syrien, il a l'habitude, ça fait 40 ans, c'est comment ça fonctionne. On a vu le régime, comment il a fonctionné, comment il a joué au Liban. On le sait, il a toujours fait une tactique, c'est-à-dire de calmer le jeu pour intensifier après, pour bombarder, c'est-à-dire reculer pour avancer. C'est ça. Il n'y aura pas de cessez-le-feu de la part du régime syrien. Bachar al-Assad, il faut le savoir, Bachar al-Assad n'a même pas l'intention de céder le pouvoir à son vice-président. Son vice-président Farouk Chara. Ce qu'il veut exactement, il veut tout garder. Il veut garder vraiment le pouvoir sur ce pays. Et pardonnez-moi, quand les obus tombent, on se dit quand même que ça change quelque chose pour la population. Enfin, on a des questions politiques qui sont bien entendu indéniables et de l'avenir du pays. C'est de la vision, c'est-à-dire comment les Occidentaux voient, comment la communauté internationale voit la chose. Pour nous, les Syriens, c'est vraiment complètement différent. On le connaît. C'est comme un enfant qui est en train de jouer un jeu et ses parents savent ce qui va attirer cet enfant, où il va y aller. Alors on le connaît, on sait très bien, ne va jamais ni réformer. Alors il parle des réformes, il ne va jamais réformer, c'est pas un réformiste et on va le répéter plusieurs fois, c'est pas un réformiste. Deuxièmement, c'est pas quelqu'un qui a envie de partager le pouvoir. Même partager le pouvoir, il n'est même pas capable de partager le pouvoir. Et c'est ça ce qu'il faut savoir. Le Syrien aujourd'hui, il sait très bien que pendant 11 ans, le fils Assad n'a rien fait, n'a même pas réformé le pays. C'est pas maintenant qu'il va réformer le pays et il va même pas partager le pouvoir. Il se prend pour un dieu, tout simplement. Il se prend pour Dieu. Est-ce qu'il est clair à vos yeux qu'au moindre mouvement, on sait qu'il y aura une riposte du pouvoir? C'est-à-dire que on imagine même d'ores et déjà des orchestrations de réponses et de bombardements. Est-ce que vous dites que d'une certaine façon, la pression
reste la même, au moins psychologiquement, parce qu'on sait qu'il peut y avoir à tout moment une répression effective et militaire. Moi, je vais parler psychologiquement, il y a cette répression. Hier, j'étais en contact avec l'intérieur de la Syrie, avec des jeunes de la ville d'Daraa. Daraa, c'était l'épicentre de la contestation. Et ceux qui m'ont dit que voilà, ils font pas confiance à ce régime. Ceux qui veulent, alors c'est ça, ceux qui m'ont, je peux transmettre le message, parce qu'ils m'ont contacté pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas islamiser cette insurrection. Il y a une islamisation aujourd'hui et ceux qui veulent, pour eux c'est ça ce qu'ils m'ont dit, nous sommes innés, nous sommes des laïcs, nous Syriens, même si moi je vais dire Allahu Akbar, mais c'est une chose, c'est pas parce que forcément je veux un État islamique, mais c'est tout simplement, j'ai l'habitude de le dire, quand je suis désespérée, c'est le seul refuge, c'est Dieu, c'est mon seul refuge, et je vais dire Allahu Akbar. Alors ne me demandez pas, c'est ça ce qu'il me disait, ne me demandez pas de ne pas dire Allahu Akbar, mais nous voulons un pays laïque. Nous n'acceptons pas les frères musulmans, nous n'acceptons pas les islamistes, mais malheureusement aujourd'hui, ceux qui donnent la nourriture, ceux qui payent les loyers, ce sont les islamistes. Alors c'est eux qui tiennent la rue par la nourriture, par les loyers, par l'argent. Il y a d'ores et déjà tellement de paradoxes dans tout ce que vous venez de nous dire. Mais vous dites qu'il y a un risque d'islamisation de l'insurrection? D'ores et déjà? C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Le jeu a bien commencé depuis pas mal de temps, depuis qu'ils essayent de faire des appellations de vendredi qui... c'est-à-dire, c'est comme on est dans une conquête islamique. Vous voyez, par exemple, je ne me rappelle plus, c'était quoi le vendredi d'avant, c'est une sorte d'invasion islamique. Et oui, on le sent de plus en plus. Il y a cette islamisation-là. Vous avez commencé à décrire une situation, mais vous n'en êtes pas à expliquer que finalement le pays aujourd'hui tient entre autres, je dis bien entre autres, grâce aux organisations islamiques. Oui. Si, c'est le cas. Malheureusement, c'est de plus en plus, oui. Malheureusement, c'est de plus en plus. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons l'intérêt, nous, d'abord, les forces laïques, les minorités, ils ont l'intérêt de rejoindre cette insurrection, d'unifier toutes nos forces pour avoir notre place dans cette révolution-là. Pierre Servan, comment est-ce qu'on sait si un cessez-le-feu est objectivement observé et on va dire vaille que vaille tenu? Parce que voilà, faut pas non plus, j'allais vous dire, être plus royaliste que le roi. Oui, enfin, dans l'idéal, il faut effectivement une force nationale impartiale. On les appelle souvent des casques blancs. On a eu dans le Chouf, dans les années 84, pour justement vérifier le respect d'un cessez-le-feu qui avait été accepté entre druzes, chiites de Hamal, phalangistes. Et donc il faut que Pourquoi ces observateurs observer éventuellement de toute façon ne respectent pas le cessez-le-feu? Dans un premier temps, j'allais vous dire, on n'a pas besoin d'eux. Oui, mais ils sont là aussi pour observer, vérifier que le cessez-le-feu est respecté. Et quand il n'est pas respecté, ils ont la capacité technique de pouvoir dire la volée d'obus de mortier ou les tirs de chars ou d'artillerie sont partis de telle position. Et comme normalement ils ne sont mis en place sur le terrain qu'après un départ des forces antagonistes, normalement les différentes forces militaires qui sont aux prises repartent sur certaines positions, donc ils rendent compte du fait que les uns et les autres respectent ou ne respectent pas ce cessez-le-feu. Donc l'observateur observe, identifie et surtout il détaille, on pourrait dire qu'il amène les preuves. Voilà, exactement. Donc évidemment, technique. Par rapport à cela, ça permet d'instruire, entre guillemets, le procès de ceux qui ne respectent pas ce cessez-le-feu. Un point important dans la dernière déclaration française, parce qu'il semblerait qu'il y ait une certaine convergence entre Moscou et Paris sur le fait d'avoir cette force-là. Et nous allons y revenir. À un détail près, c'est le mot robuste qui est utilisé par les Français, qui parle d'une force robuste. Oui, le terme a surpris. Qu'est-ce que ça veut dire une force robuste? Ça veut dire employé par Alain Juppé. C'est quelque chose de très clair pour les militaires. C'est que en ce qui concerne Alexandre Adler et moi, je vois à peu près de quoi il s'agit, le mot robuste, mais appliqué à des militaires et des observateurs. Voilà, on ne comprend pas pourquoi les Russes seraient contre, parce que des types comme nous, ils ont mieux en magasin.
Bon, alors ça c'est une première. Alors donc la robustesse, c'est pas seulement le gabarit, c'est dans l'esprit français, ce que nous sommes dans les tristes anniversaires, je dirais, du déclenchement de la guerre de Bosnie, c'est le fait que les casques bleus, blancs ou jaunes ou roses ne sont pas là pour se faire tirer comme lapin quand une des deux parties cherche en fait, après avoir lâché du lest, gagné du temps, à réinstrumentaliser le truc, reprendre la main et tirer après comme des lapins. La France a perdu 120 soldats dans la Fort Prenu. Hein. Donc voilà, donc la robustesse pour les Français, ça veut dire quelque chose de très très clair depuis 20 ans. On pourra peut-être y venir parce que c'est important pour la suite si le processus avance dans un sens relativement positif. Alors avant de donner la parole à nos autres invités, je vous rappelle que depuis ce matin, la Syrie est donc censée appliquer un cessez-le-feu qui lui est imposé par l'ONU. De fait, les bombardements ont globalement cessé. La communauté internationale reste, vous l'avez compris aussi, extrêmement prudente. Et de fait, le cessez-le-feu a d'ores et déjà été violé plusieurs fois. Kofi Annan demande l'envoi rapide d'observateurs qu'Alain Juppé a qualifié lui-même. Pierre Servant vient de nous le rappeler de robuste. Clairement, le conflit déborde d'ores et déjà des frontières, en particulier en Turquie. Maxime Beneteau. Aucune détonation, aucun coup de feu dans les régions du nord de la Syrie. Après plus d'un an d'affrontements sanglants, les civils filmaient aujourd'hui les premières heures d'accalmie. Hier et avant-hier à Homs, il y avait beaucoup de violence. Ça a été l'enfer. Mais aujourd'hui, depuis 6 heures, nous avons entendu seulement 4 tirs mortiers. Pour moi, vous ne pouvez pas vraiment appeler ça un cessez-le-feu. On peut voir les snipers, les unités armées. Elles sont toutes en place. Rien n'a bougé. L'ultimatum pour l'arrêt des violences avait été fixé par Kofi Annan à 6 heures ce matin. En placement en Iran, l'un des pays alliés de Damas, l'émissaire spécial de l'ONU affichait officiellement un certain optimisme, car les Russes, alliés indéfectibles de la Syrie jusqu'ici, commencent à revoir position. On nous a informé du début de l'application de ce plan concernant l'utilisation des troupes et des armes dans les villes. Nous pensons que l'action du régime syrien devrait être plus active, plus ferme dans l'application du plan Annan. Après des mois de promesses en l'air, la communauté internationale, elle, reste pour le moins sceptique. Les ministres des Affaires étrangères du G8, réunis à Washington, ont fait part de leur confiance extrêmement limitée d'engagement donné par Damas. Alain Juppé s'est lui prononcé pour que les Nations Unies envoient le plus vite possible une force robuste d'observateurs sur place. Et les échos qui arrivent cet après-midi de Syrie semblent leur donner raison. 3 civils auraient été tués et des dizaines de personnes arrêtées dans la province d'Hama notamment. La télévision officielle annonce, elle, la mort d'un soldat du régime à Alep. Les opposants entendent de leur côté mettre à l'épreuve la parole de Bachar el-Assad en appelant à des manifestations pacifiques. S'il y a un vrai cessez-le-feu, les gens vont sortir dans les rues. Ils vont manifester et demander la démission de Bachar el-Assad. Mais je pense que le régime va encore répondre en ouvrant le feu. La répression sanglante s'était d'ailleurs intensifiée ces derniers jours. Les opérations militaires du régime ont encore tué 25 civils hier, près de 1000 morts la semaine dernière, selon l'opposition. Le conflit menace désormais de s'étendre aux voisins de la Syrie. Au Liban, un caméraman a été tué alors qu'il travaillait aux confins des deux pays. Mais c'est surtout les tensions avec la Turquie qui préoccupent la communauté internationale. Lundi dernier, à hauteur de Kilis, les militaires syriens tiraient en direction d'un camp de réfugiés pour encourager l'exode des civils. Dans un préfabriqué, une balle a tué un père et a blessé son fils à l'épaule alors qu'il prenait leur petit déjeuner. Le fils est gravement blessé et a été transporté à l'hôpital. C'était une balle tirée par un sniper. La situation menace donc d'embraser toute la région. En placement en Chine, le Premier ministre turc a fait savoir qu'il pourrait appeler le temps à agir pour protéger sa frontière. Alors, il y a évidemment beaucoup d'éléments sur lesquels il faut revenir dans ce reportage. D'abord, une première question SMS qui est la suivante. Qui sont réellement les, entre guillemets,
terroristes que Bachar al-Assad prétend combattre. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Kemener? Ça revient à interpréter, si je puis dire, la langue de bois gouvernementale. Oui, voilà. Alors, mais c'est bon, c'est une vraie question. Moi, voilà, c'est dans le langage officiel baassiste. Si c'était que baassiste, on a connu ça aussi. Les terroristes, c'est comme ça qu'on appelait les résistants. D'ailleurs, tout le monde joue là-dessus. Le Hezbollah libanais se veut la résistance. D'autres vous diront que ce sont des terroristes, les Américains notamment. C'est officiellement les terroristes pour les Américains. Voilà, c'est une dialectique. En fait, il faut entendre séditieux. Dans la de Bachar el-Assad, réellement, ça veut dire séditieux, parce que ça, il en est réellement convaincu. Terroriste, je ne suis pas sûr que psychologiquement, il imagine réellement que ce soit des terroristes. En revanche, séditieux, oui. C'est-à-dire des gens qui sont contre son régime, contre sa dynastie, contre le parti Baas qui est au pouvoir depuis son père, depuis 1963. Oui. C'est séditieux à son histoire, à sa personnalité, à sa famille et de son clan. Bien sûr. Ça fait d'ailleurs le titre de notre émission ce soir, mais j'allais vous dire, ils sont quand même énormément, puisqu'il en a déjà tué 10 000. Ça fait beaucoup de séditieux dans un même pays. Oui, mais dans l'esprit de Bachar el-Assad, sans vouloir jouer les psychologies et les psychologues de comptoir, c'est pas... Bon, d'abord, c'est pas très grave, 10 000. Il y a 20 millions de Syriens. Ils ne pensent pas comme ça, mais 10 000, c'est pas très grave. C'est pas très grave, pourquoi? Parce que c'est autant d'opposants en moins et que il faut bien comprendre, pour comprendre Syrie, que dans l'esprit de Bachar el-Assad, la survie de la Syrie tient à sa propre survie. Et non seulement à sa propre survie, mais à la survie de sa propre histoire, de sa propre dynastie. On a affaire à un cas de figure, je ne sais pas comment le dire, peut-être pour les Français, on a affaire à un cas de figure à la Bourbon. Faire sauter la royauté, c'est pas faire sauter la royauté, c'est faire sauter les Bourbons, faire sauter une histoire, une Capet, etc. Je ne vais pas remonter, mais c'est un peu ça. On s'attaque à plus grave que juste un personnage. On s'attaque à l'histoire de la Syrie de ces 50 dernières années, plus 60 dernières années, et on s'attaque à lui, à son père, à sa famille. Ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est d'avoir mis sa famille au pouvoir, avec un pilier militaire et un pilier des affaires, et on s'attaque à tout un système qui était mis en place pas par lui, par son père, bien avant lui, et par sa propre histoire. C'est compliqué pour lui. J'allais dire, vous nous décrivez une dictature classique. Le problème, c'est qu'actuellement, on a un pays où il y a eu au moins 10 000 morts en un an, et on se rend compte qu'en dépit de l'activité internationale, il reste extrêmement difficile de faire quelque chose. Très compliqué de faire quelque chose. C'est pour ça que la force robuste est déjà difficile, parce qu'en plus, Alain Juppé l'a dit d'ailleurs 3 fois, c'est très compliqué parce que même une intervention étrangère, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'idéal et que je ne suis pas sûr que ce soit très bien vécu par les Syriens. Alors revenons quand même sur le cessez-le-feu lui-même, bien entendu, Alexandre Adler. Voilà, comment il faut l'interpréter? Il y a quand même une accalmie de fait. On entendait Ramda Cassis nous dire, mais il ne faut absolument pas prendre ça au pied de la lettre. Quelle perception en avez-vous? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir qui se disent, mais voilà, le pays respire quand même un peu et les pluies d'obus ne sont plus là. J'imagine que quand on est à Homs et qu'on peut sortir sans avoir craint une balle perdue, il y a un moment de soulagement, comme on en a connu dans les tranchées pendant la guerre de 14, il y a eu des moments comme ça, mais ça n'est pas la fin de cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons parlé au téléphone avec votre collaboratrice début de l'après-midi, et elle m'a demandé ce que j'en pensais du cessez-le-feu, et Madame Ramda Cassis a expliqué exactement tout ce que j'aurais pu dire, moins bien d'ailleurs, mais c'est-à-dire que le cessez-le-feu, c'est à la libanaise, dans un quart d'heure c'est reparti, de toute façon il n'y a de la part de Bachar al-Assad et du régime au pouvoir aucune volonté quelconque d'aller vers un compromis supplémentaire. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ceci est apparu dès le début, puisque en fait, dès le début de l'insurrection, il y a eu à ce moment-là des bonnes âmes qui pensaient plutôt du bien de Bachar al-Assad. Par exemple, le Premier ministre turc Erdogan qui lui a dit « Allons, nous sommes très proches, ça peut se régler, il faut maintenant organiser un forum, discuter. » Oui. Et puis, immédiatement, ça a été l'ordre de faire feu. Et vous nous dites quoi là, qu'il gagne du temps, tout simplement? Je pense qu'il gagne du temps, mais c'est là où le cerveau reptilien est vraiment en action. Il gagne du temps par rapport à un objectif stratégique. C'est pas comme un joueur d'échecs qui gagne du temps en bougeant des pions de manière à gagner. Non, non, il ne sait pas où il va. Non seulement il ne sait pas où il va, mais il y a un côté hamlétien, c'est ce personnage, c'est qu'il est incontestable. Je suis d'accord qu'il n'a pas grand-chose, mais en même temps, il a essayé au début, il a fait une petite perestroïka, il a levé les droits de douane sur les ordinateurs, il a organisé un certain nombre de ses copains de faculté pour qu'ils fassent des cercles de discussion. Ils se sont tous retrouvés en prison, il n'en a pas sorti un seul après. Mais il a essayé. Et en fait, ce que l'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas d'un homme, on parle toujours de Bachar, bon ça c'est l'isolation qu'il veut donner, mais d'une famille.
exactement comme dans Le Parrain, et vous les avez tous, vous pouvez en faire un peu le portrait, et un certain nombre sont nettement plus durs que lui. Maher, son frère, commande la garde républicaine. Pardonnez-moi, vous nous dites que Bachar n'est même pas le parrain en chef, si je puis dire. Il est le Godfather. De temps en temps. Bon. Il a quand même sa sœur, elle est le seul homme de la famille, et son beau-frère, qui a été longtemps le chef des services secrets, a été mis un petit peu à un moment donné sur la touche, et ce sont des gens qui sont très durs. La veuve aussi, elle est absolument persuadée qu'il ne faut rien céder. Donc bien entendu, Bachar Assad est d'accord aussi pour l'essentiel, mais les Maklouf, qui sont les milliardaires derrière la famille, plus la famille Assad, est persuadée qu'ils luttent au fond pour leur survie. Et c'est ici que malheureusement les mécanismes minoritaires qui sont très importants dans ces sociétés en Syrie comme en Irak, au Liban, sont là pour leur dire tu es le dos au mur, si jamais tes yeux scillent, tu seras égorgé. Et évidemment, cette paranoïa qu'il partage, je pense qu'il la partage sincèrement, il la diffuse. Et il la diffuse vers toutes les communautés qui craignent, en effet, demain, la victoire de la majorité. Exactement comme la victoire de la majorité chiite en Irak n'a pas été la joie pour les sunnites irakiens, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens syriens, pas des intellectuels comme Mme Cassis, pas des personnalités comme Michel Quillot, qui lui vient d'une expérience communiste, mais il y a beaucoup de chrétiens à la base, et le patriarche maronite lui-même de l'autre côté de la frontière, qui disent « Ah, si jamais c'est l'opposition, c'est la fin des chrétiens syriens, nous ne pourrons plus sonner les cloches, etc. » Les Druzes, à côté de Deraa, dans la montagne, vous montez de 10 km de Deraa, vous êtes chez les Druzes. Pas un village druze n'a bougé. Et de la même manière, les Kurdes sont en train de se faire acheter pour mettre des bombes en Turquie pour punir Erdogan. Donc, si vous voulez, je ne dis pas du tout, je trouve ça admirable, hein, mais je pense que le jeu ethnique, c'est d'ailleurs un paradoxe extraordinaire pour un petit le Baas, qui prétendait dès sa fondation qu'il n'y avait plus de chiites, de sunnites, de chrétiens. Le pays. Nous sommes tous arabes. Nous sommes bien plus que le pays, il fallait unifier tout le monde arabe. Nous sommes tous arabes, il n'y a plus rien, plus de minorité. Eh bien, ils finissent dans la faillite, en Irak comme en Syrie, par être le parti des minorités, et avec une violence calculée. Et en même temps, ils pensent qu'à force d'intimidation, comme Hafez était arrivé à le faire à Hama, où lui, il est arrivé à 30 000 morts tout de suite, hein, pas 10 000. Il va finir par y arriver parce qu'il a mis dans son équation, c'est ça son idée, trop de gens qui ne veulent pas qu'il tombe. Les Russes, bien sûr, pour des raisons absurdes d'ailleurs, les Iraniens, pour des raisons beaucoup moins absurdes, et Dieu sait qu'ils sont là. Je vais y revenir dans notre reportage. Et alors ils se disent, voilà, finalement, et puis les Occidentaux, ils n'aiment pas trop les frères musulmans, même s'ils sont d'accord pour qu'il y ait un apaisement.